Donc je suis avec Jean-Michel Lambeau du 3e pôle. Donc vous êtes installé plutôt au nord de la France, c'est ça? C'est-à-dire que le 3e pôle, nous, c'est une association belge. Nous venons sur Paris 2 fois par mois. Donc 2 fois par mois quand même, donc. Oui. On a, oui, des affinités avec le nord de la France, mais voilà, on vient sur Paris. Et alors qu'est-ce que vous venez faire à Paris alors quel genre d'activité vous menez? On a plusieurs activités, c'est-à-dire que Marianne Hubert, qui est responsable du 13e pôle, vient un dimanche par mois donner une conférence qui est suivie d'un atelier. Ça dure la journée. Le matin, il y a l'enseignement sur le sujet de la conférence. L'après-midi, il y a une méditation guidée au balafon d'Emilien Sanou. Et ensuite, il y a la mise en mouvement du souvenir d'enfance qu'on a retrouvé au cours de la méditation, ou bien d'une préoccupation, quelque chose qui a émergé durant la méditation et tout ça. Ça s'apparente à la sophrologie par certains côtés? Non, je ne pense pas que ce soit apparent à la sophrologie, parce que c'est un travail alors sur la conscience. Il s'agit de mettre un peu plus de conscience sur une souffrance que l'on vit, sur une préoccupation qu'on a. C'est un travail actif, c'est un travail d'observation de qui on est pour s'observer un peu plus. Donc quels sont les outils qu'on met à la disposition des personnes, ou quelles sont les aides qu'on obtient, je ne sais pas. Donc le premier outil, c'est ce que nous appelons la révision quotidienne, c'est-à-dire un petit carnet qu'on tient, une petite comptabilité émotionnelle que l'on tient. Donc tous les jours, on va prendre un quart d'heure, une demi-heure pour observer, tiens, aujourd'hui, voilà, j'ai vécu telle situation, et dans cette situation-là, j'ai eu telle émotion. Et donc ça, c'est un carnet individuel, et on voit ainsi régulièrement une répétition des émotions vécues, par exemple des émotions d'avoir une émotion d'abandon, puis avoir le rejet, puis avoir voilà. On peut éventuellement présenter son cahier ou son carnet. Donc ça c'est la deuxième étape, ce sont des séances individuelles. Nous sommes plusieurs accompagnants au 3e pôle, et nous donnons des séances individuelles pour lesquelles on va analyser, on va observer, on va accompagner les personnes dans leur cheminement à partir de la révision quotidienne, à partir de ce qu'elles ont noté. C'est vrai que c'est le deuxième outil. Le troisième outil, c'est bien entendu le groupe de travail sur soi, c'est-à-dire qu'on vient, comme je vous l'ai dit, 2 fois par mois. Marianne vient donner son atelier. C'est un suivi, les personnes reviennent. Voilà, les personnes reviennent dans ce groupe de partage avec les émotions qu'elles ont vécues, les situations qui les ont troublées au cours des semaines précédentes. Et elles constatent éventuellement une évolution, une progression, une amélioration. Tout à fait. Vous voyez sur notre stade, il y a un témoignage d'une personne de Paris qui dit tout ce qu'elle a appris, toute l'ouverture qu'elle a. Toute cette ouverture, cette meilleure connaissance d'elle-même, parce que c'est ça un petit peu que nous cherchons. Et dans les groupes de travail sur soi, c'est aussi voir que l'autre, il a finalement la même. Il a aussi ses qualités, il a aussi ses défauts, donc on est sans jugement. On s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul dans son genre. On n'est pas tout seul, et ça c'est quand même on peut évoluer seul, mais à un moment donné, nous pensons que le groupe est nécessaire. On évolue aussi seul, mais on évolue. Il y a des liens qui se créent au sein du groupe. Alors, il y a vraiment des liens qui se créent entre. Donc les gens peuvent vraiment se voir entre les stages, je ne sais pas. Enfin. Oui, en réalité, oui, il y a des amitiés qui se nouent, il y a des liens qui se créent entre les personnes. Ça forme finalement une communauté. La communauté du 3e pôle. Et donc finalement, vers quoi on va tendre alors finalement? Les gens vont pouvoir transmettre après, je ne sais pas. Voilà, l'objectif c'est qu'est-ce qui apporte dans cette situation plus d'amour, qu'est-ce qui apporte plus de fraternité. Et donc à un moment donné, vous êtes dans votre récepteur, c'est-à-dire que vous recevez quelque chose, et puis l'échange, c'est qu'à un autre moment, on est dans l'émission. Donc donner et recevoir, ce mouvement où on reçoit et puis où on donne. Et alors, est-ce qu'il y a une idée on reçoit des protections quelque part, ou je ne sais pas, on est peu guidé par des... On fait appel il y a des prières, il y a des forces qui interviennent, auxquelles on peut faire appel, je ne sais pas.
dépend, c'est-à-dire que dans la méditation, vous pouvez faire appel à votre guide spirituel, Voilà, c'est ça, oui. entendu, à Bon. votre soi divin, parce qu'on est tous, on a tous un soi divin, un être divin en nous, et on peut Oui. à un moment donné, quand on a une difficulté dans une méditation, faire appel à notre être divin pour avoir ensuite, L'être divin, il faut l'écouter, il faut l'entendre en soi-même. Comment ça se c'est passe? ça, oui, c'est ça. Tout ça, c'était être à On peut l'écoute de avoir soi-même, en fait, à l'écoute de ce qui se passe. soi-même, et puis à l'écoute des synchronicités qui peuvent se manifester. Oui, voilà, oui. Alors, les synchronicités, ce sont des signes, ce sont des répétitions, ce sont des choses qui se produisent étonnamment, C'est un peu, oui, en réalité. des coïncidences. Des coïncidences, oui, des rencontres, ou bien un message qu'on entend. Ce n'est pas par hasard que ça s'est produit, c'est Non, ça? c'est ça. Il faut être à l'écoute du monde et de soi-même, en Et fait. être- et Il être faut assez- capter des signes à l'extérieur et être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et être assez ouvert sur les signes, parce que quand on a un signe, ne pas se dire non, c'est pas celui-là que je voulais entendre. Oui. On va dire, voilà, faire confiance aussi que la vie va vous apporter Oui. ce qui est. La vie si vous voulez avancer sur un chemin, à un moment donné, la vie vous dépose les outils pour progresser. Alors donnez-nous peut-être un exemple pour éveiller comme ça, quel genre de signes comment fait-on pour commencer à s'intéresser aux signes? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Quel genre de situation, d'événement peut être considéré comme un signe pour quelqu'un qui n'est pas habitué, enfin qui n'est pas quelqu'un qui vous parle, une rencontre, Voilà, c'est ça, n'importe quoi. Oui, ça peut être N'importe quoi d'un peu insolite, quelque part. Je dirais même pas d'insolite, quelque chose où vous êtes en état d'observation. Ça peut être une rencontre et vous parlez d'un sujet, c'est justement peut-être Oui, voilà, le c'est sujet ça. qui vous touche. Tiens, justement, je suis occupé à réfléchir sur ça, et cette personne vient m'apporter, sans le savoir, une Quelqu'un vous réponse. donne une réponse à une question que vous étiez posée, Voilà, quelque part, discussion, dans une bien conversation. simplement une personne qu'on va rencontrer. Ça veut dire que quelque part, on a une mission à découvrir pour soi-même, savoir Moi, je suis pourquoi on est là, convaincu, pourquoi, oui. qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on attend de vous, je sais pas. Oui, moi je suis convaincu qu'on a deux choses à faire quand on arrive sur Terre, c'est-à-dire il y a tout ce travail de purification de notre vie émotionnelle, ça c'est une première chose. Purification, avoir oui. une meilleure connaissance de soi-même, alors ensuite on a une tâche de vie, on a une tâche de transmettre quelque chose, et ça c'est pas, ça peut être voilà, la tâche que l'on a dans cette vie, ça peut être à la fois dans la relation d'aide, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est jardinier, qui va. C'est ça, ça peut avoir des dimensions très différentes. Oui. Il y a des gens qui ont des missions beaucoup plus larges que d'autres, Voilà, il faut qui ont pas- beaucoup plus de responsabilités à assumer dans leur Voilà, mais vie. je veux dire, chacun a sa tâche, et je veux dire, celui qui a vous parlez de cette tâche-là ou cette mission-là, bien sûr, ça a de la valeur, mais elle n'a pas plus de valeur que le jardinier Oui, d'accord. qui va travailler la terre et qui va rendre les choses belles, ou bien qui va faire pousser des plantes. Je veux dire, voilà, chacun a sa tâche, mais il n'y a pas de hiérarchie de valeur dans les tâches. Oui, enfin quand même, Oui, on peut- il y a quand même des personnes qui... il faut quand même savoir à quel niveau on attend de vous quelque chose. Oui, c'est vrai, mais il faut pouvoir le faire en toute humilité, sans se dire qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre. Bon, enfin, écoutez, d'accord, admettons, mais d'accord, dans la réalité, on s'aperçoit que On va dire que quelqu'un Merkel, qui doit être Premier ministre, il n'a pas la même tâche que quelqu'un qui doit être jardinier. Enfin, je veux dire, il n'a pas les mêmes... même si pour lui, chacun doit se réaliser, c'est important c'est pour ça. soi-même. Mais pour les autres, c'est pas tout à fait le même poids. Et comment est-ce qu'on peut découvrir, Monsieur Lambeau, qu'on est justement éventuellement amené à quelque chose qui a un intérêt plus général pour plus de monde? Comment est-ce qu'on découvre qu'on a une vocation peut-être plus importante que quelque chose de plus raisonnable, plus modeste? Qu'est-ce qui fait qu'on découvre l'importance de sa mission Moi, je pense que c'est une question de cycle, et c'est une question de travail intérieur. À un moment donné, vous avez quelque chose qui est à l'intérieur de vous et Oui, qui veut sortir. une sorte de sentiment de destinée. Voilà, destin, comme
on dirait que ce projet, c'est un peu comme un poussin qui veut sortir de sa, Qui de veut sa éclore, coquille. Mais oui. vous avez aussi, à un moment donné, dans votre cycle de vie, un projet qui veut Oui. éclore. Il faut lui donner le petit coup de bec. L'impulsion. Mais qu'est-ce que vous employez le mot cycle? Vous employez plusieurs fois le mot cycle. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit, le mot cycle, monsieur Lambeau? Dans mon esprit, le mot cycle, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance que ce qu'on doit vivre aujourd'hui, on doit le vivre aujourd'hui. Et si on a un projet qui n'est pas mûr, il faut pouvoir attendre que ce projet vienne à maturité. Très bien. C'est quelque chose que je veux maintenant. Mais si je ne suis pas encore dans les conditions pour le réaliser, il faut pouvoir accepter que ce projet va mûrir et qu'à un moment donné, il va se faire. Mais alors, est-ce qu'il y a une... Parce que bon, il se trouve que moi je suis dans l'astrologie, mais il n'y a pas une science des cycles à connaître. Il n'y a pas... Vous ne pouvez pas leur fournir des savoirs sur les cycles. Enfin, je veux dire... c'est à chacun de le sentir. Non, parce qu'on pourrait aussi... Enfin, il y a d'autres disciplines qui elles, proposent de fournir des informations sur les cycles. Mais vous, non, c'est quelqu'un qui doit dire est-ce que je suis prêt ou pas prêt ou... C'est une question très subjective, très personnelle. Une règle de la responsabilité personnelle et donc ça c'est vraiment soit avec soi-même qui dit... Mais en tant que coach, vous pouvez quand même aider la personne à mieux comprendre ce qui se passe et à mieux savoir où elle en est et si elle est prête ou pas. Enfin, je sais pas, vous devez quand même intervenir quelque part, je suppose, dans votre équipe. On intervient, mais on n'intervient pas comme coach, on intervient comme... on est un peu des accompagnants. Voilà. Accompagnants, oui. Des accompagnants, c'est-à-dire qu'on accompagne la personne dans son cheminement en la mettant en face un petit peu de ce qu'elle vit. Donc parfois, voilà, il faut voir dans... Oui. Et vous-même, vous avez reçu une formation pour pouvoir accompagner est-ce qu'il y a quelque chose il y a une formation, il y a une initiation de l'accompagnement? Quels sont les outils qu'on vous fournit à vous en tant qu'accompagnateur? Voilà, Marianne Hubert a effectivement une formation, l'accompagnement. Donc c'est d'abord cette formation consiste d'abord en quelques années de travail dans les groupes, de travail individuel, de travail à mieux... Donc ce sont des gens qui ont participé déjà aux séances, qui après sont recrutés par certains côtés? On ne peut pas dire recrutés, c'est-à-dire que les personnes à un moment donné sont appelées, elles se disent tiens, voilà, dans ce travail je veux aller un peu plus loin, je reçois, ça m'a apporté, et à un moment donné ce que vous avez reçu, vous avez envie de le transmettre. Bien sûr. Et donc voilà, cette formation... C'est ce qui vous est arrivé à vous par exemple, je suppose. Vous êtes venu recevoir et puis après vous êtes dit est-ce que je peux transmettre, est-ce que je peux aider les autres? Oui, on reçoit d'abord l'enseignement. On vient pour vraiment, moi personnellement, je suis d'abord venu pour les enseignements que Marianne donnait, ses conférences. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'au fil des semaines, au fil des mois, au fil des individuels, je me dis mais moi aussi j'ai quelque chose à donner et je pourrais aussi transmettre ce que j'ai reçu, parce que les enseignements, c'est quelque chose qui se reçoit intellectuellement et puis qui se vit quand même dans sa vie de tous les jours. Et moi j'ai été quand même poussé à me dire voilà, je l'ai reçu, mais je peux aider, je peux accompagner des personnes à se trouver, à découvrir la signification des souffrances qu'elles vivent dans leur vie de tous les jours. La signification, c'est ça que vous voulez dire? Le sens. Éventuellement une dimension karmique, les choses qui... Quelle peut être cette signification des souffrances? Ce n'est pas nécessairement... Ce n'est pas une signification karmique, mais la signification de la souffrance. Voilà, je sors de chez le boulanger, je ne lui ai pas dit au revoir, je pourrais très bien être impacté en disant en fait je suis quelqu'un qui est vraiment impoli, je n'ai pas dit au revoir à cette personne, et ça peut véritablement me perturber personnellement. Mais le travail, c'est que si vous êtes perturbé, si vous dramatisez un petit peu la situation, c'est qu'il y a un enfant en vous qui à un moment donné a souffert, peut-être que vous avez eu un père, une mère qui vous a dit il faut dire bonjour, il faut dire au revoir. Et à ce moment-là, on est impacté quand on est enfant, et plus tard, ce sont ces besoins de reconnaissance, ces besoins d'être aimé en disant bonjour et au revoir qui subsistent. Et si on ne dit pas au revoir quand on est adulte et qu'on est
on a toujours cet impact, c'est que on se dit cette personne ne va plus m'aimer si je lui ai pas dit au revoir, alors que dans la réalité c'est pas un événement tellement extraordinaire. Il faut savoir s'excuser, demander pardon, Non, c'est véritablement d'abord soi avec soi, parce que les problèmes des offenses aussi, la fameuse histoire des offenses. Oui, peut-être, mais voilà, la boulangère quelque part. Elle s'en fout un peu de savoir que son client lui a dit au revoir en partant, quoi. C'est un petit peu vous avec vous. Bon, ça se fait plus tellement à Paris, ça. Pas besoin. Mais à la caissière, on peut dire au revoir. Oui. Voilà, la caissière, la boulangère, n'importe. Mais ce qui est important, c'est l'impact que la situation que vous avez. Ça donne une mauvaise conscience. Sur vous. Oui. Donc si vous avez un impact, si vous avez un ressenti, qui est une souffrance intérieure, c'est cette souffrance-là qui est intéressante d'abord à observer. Et puis alors à mettre en lien, peut-être en se disant, mais j'ai régulièrement ça. Et ça va apparaître dans les carnets, quelque part, dans les notes. Ça apparaît dans la révision quotidienne, ça apparaît dans les notes, et puis ça apparaît dans les ateliers. Lorsqu'on touche un souvenir, on va alors peut-être trouver ce souvenir, ou pas, mais ce jour où enfant on a été impacté à 3 ans, à 4 ans. Donc ça ne s'apparente pas à une psychanalyse. Enfin, quelque part, il y a quand même une... Parce qu'en analyse aussi, on s'intéresse aux rêves, c'est une forme de psychanalyse douce, non, quelque part, on pourrait dire. Bon, moi, je n'ai pas fait de chemin psychanalytique, mais dans les ateliers ou dans les méditations, quand on retrouve un souvenir d'enfance, c'est évidemment une sorte d'état de conscience modifié qui vous permet de retoucher ça, ou simplement aussi dans le contact avec l'autre, quand l'autre parle, vous pouvez ressentir, tiens, moi aussi, oui, bien sûr. Moi aussi vécu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'état de conscience modifié? C'est un rapport avec la méditation dont vous parliez? C'est à un moment donné, il faut arriver à un état de conscience modifié, monsieur? Non, c'est pas un but en soi, c'est un outil que Marianne utilise dans ses ateliers. Mais ça consiste en quoi, en bref? Je veux dire, c'est-à-dire que dans la méditation, c'est une méditation guidée, et Emilien joue du balafon, et donc à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans un souvenir, vous pouvez visualiser un souvenir d'enfant. Oui, donc vous nous parlez d'Étienne, justement, qu'on connaît bien, oui, effectivement. Et donc il est tout le temps là dans les réunions, il y a ce fond sonore qui est important. Donc, le balafon, comme vous dites, enfin tout le monde ne connaît pas cet instrument. Voilà, le balafon, on va dire, c'est quelqu'un dit hier, c'est le piano africain, ou bien c'est un xylophone. C'est l'ancêtre du xylophone, c'est cet instrument noble en bois de palissandre. Ça relève de la percussion, du tambour presque, oui. Voilà, ça relève pas du tambour, mais ça relève de la percussion, oui. C'est vrai qu'Emilien joue dans nos stages, dans les méditations, Emilien va utiliser le balafon, et dans les stages, on va utiliser le tambour pour l'ancrage. Donc c'est important ce travail sonore. Hein. Ça éveille quelque chose, ça active quelque chose, les vibrations. Ça active en tout cas quelque chose. Dans les méditations, c'est important qu'on ait le son du balafon. Maintenant, dans le travail personnel, voilà, vous faites sans la musique, votre propre travail, dans votre révision quotidienne, c'est pas que vous mettez nécessairement, ça vous fait ça chez vous. Enfin, en vous écoutant, on a l'impression que tout ça, c'est assez simple finalement. Enfin, il n'y a pas quelque chose de très lourd comme un outil, comme un savoir. Voilà. On a l'impression que c'est des choses qui sont en nous comme ça, mais on ne reçoit pas. Enfin, l'enseignement, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de très lourd. Enfin, peut-être que je me trompe, mais peut-être que vous avez voulu minimiser le poids de l'enseignement, mais on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'énorme. À la fois, c'est l'enseignement. Voilà, l'enseignement, c'est un peu un mode d'emploi. C'est les conférences de Marianne. Chaque conférence de Marianne, c'est un mode d'emploi pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre un sujet. Je pense qu'elle a un langage clair, elle a un langage accessible, qu'on va rendre d'ailleurs plus accessible encore dans quelques semaines, parce qu'on va sortir un certain nombre d'ouvrages qui seront tirés. Chaque conférence va donner lieu à un ouvrage spécifique où on va... Enfin, si vous pourriez faire un effort pour nous dire un petit peu quels sont les fils directeurs de ces conférences, quels sont les points, parce que ces conférences, elles ont l'air d'être importantes. Alors, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui les caractérise, ces conférences? De quoi elles sont porteuses, ces conférences? Qu'est-ce qu'elles véhiculent? Chaque conférence est une pièce d'un puzzle, d'une cartographie beaucoup plus importante. Oui. Par exemple, quand Marianne va faire ce soir sa conférence sur les besoins choisir entre les besoins inassouvis de l'enfance et nos besoins d'adultes actuels. Hein? Bon, la conférence va traiter du choc entre les besoins qu'on a aujourd'hui en tant qu'adulte. Hein, moi, je suis un adulte de 61 ans, mais j'ai des besoins d'adulte, mais j'ai aussi les besoins inassouvis du passé, les besoins de l'enfant, moi qui veut la reconnaissance. Il faut lui donner satisfaction. Oui, ça, il y a beaucoup de psychologues qui sont d'accord là-dessus, n'est-ce pas, que nous avons plusieurs niveaux en nous-mêmes et qu'il faut être en accord avec ces différents niveaux. Et donc cet enseignement-là parle simplement qu'on a toujours des besoins inassouvis qui viennent, qui essayent d'émerger et qui sont en contradiction avec nos besoins d'adultes. Donc c'est une façon aussi de... Donc il faut savoir gérer l'enfant qui est en nous et voir s'il n'a pas des frustrations, des attentes. En tout cas, peut-être pas le gérer, parce que le gérer, ça voudrait dire qu'on doit le remettre à l'ordre, mais c'est vrai qu'être conscient qu'il a des attentes et observer les attentes de l'enfant. Oui. Voilà, c'est ce travail d'observation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui vous vient à l'esprit par rapport à l'enseignement de Madame Hubert? Voilà, il y a un enseignement sur la dualité, sur le fait qu'il faut transcender la dualité. On est dans la dualité, donc par exemple on a des parties en nous qui sont tantôt rebelles, ou parfois on a des côtés qui sont soumis. On a ces deux parties de nous. Et oui. Voilà, ça c'est aussi un peu le sens de la signification du troisième pôle, c'est de retrouver un petit peu, enfin on voit ça dans des philosophies. D'ailleurs le mot troisième pôle, ça veut dire un juste milieu, voilà, enfin le Tao, c'est pas... Voilà, c'est un juste milieu, en tout cas on retrouve ça dans le philosophies. Un équilibre. Cet équilibre à un moment donné où on n'est plus dans la soumission, on ne se sent plus obligé d'être dans la soumission, on n'a plus cette tendance à être dans la soumission, on n'est pas dans le basculement, dans la rébellion, parce que c'est vrai qu'il y a ce basculement, cette conscience du basculement. Il y a une stabilisation. Quand vous avez un extrême, la soumission, vous avez à d'autres moments l'autre extrême qui est la rébellion. Ce qui fait que, d'après ce que je comprends, mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous, on finit par avoir un comportement qui est constant quelque part. Il est plus cyclique. Bon, non, je ne cherche pas du tout à vous influencer, mais je m'interroge simplement. Je pense que c'est plus compliqué que ça, puisque voilà, on vit sur Terre dans un monde de dualité, donc on va pas sortir. On va quand même être obligé à un moment donné, de savoir que c'est comme ça, et à un autre moment, autrement. Et on ne peut pas être constamment sur la même ligne. Non, je sais pas. Je veux dire qu'il y a des moments où on va se dire, voilà, je ne dois pas nécessairement... Je peux avoir une attitude neutre par rapport à une situation et ne pas rentrer dans la rébellion ou pas rentrer dans la soumission. On peut dire, on n'est pas non plus obligé d'agir dans notre dualité, même si on sait qu'elle existe toujours. Voilà, bon, d'accord. Donc ça, c'est votre position, effectivement. C'est un peu une forme de stoïcisme, c'est-à-dire que il faut pas être trop ébranlé en bien ou en mal parce qu'il se passe autour de nous. Ça ne doit pas être une stratégie non plus. Je veux dire, c'est à un moment donné, vous dites, tiens, cette situation, elle me touchait, avant elle me touchait dans un sens ou dans un autre. Et juste par ce cheminement, parce que c'est un chemin, vous dites, tiens, habituellement, j'avais cette réaction-là et aujourd'hui, je n'y suis plus. Voilà. Je ne réagis plus, je veux dire, de la même façon. Je n'ai plus... j'ai oublié de dire au revoir à la boulangère, mais ça ne me touche plus. C'est vrai que j'observe alors cette partie de moi qui est... c'est ce travail d'observation. Je ne suis plus identifié à une personne impolie. Je me dis, bien, non, ce matin, je n'ai pas dit au revoir. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'impoli, ça fait quelqu'un qui est distrait ou qui n'est pas pensé. Il y a moins d'agitation mentale. Voilà, c'est moins dramatisé en tout cas. Oui. Et donc on peut ainsi s'observer, tantôt juge, tantôt... c'est vrai qu'on se juge beaucoup, en général pour ce que nous faisons, mais voilà, c'est ce travail d'observation et de non-jugement qu'on peut. On devient moins réactif, moins surréactif. On est moins réactif parce qu'on se dit, mais pourquoi ce juge toujours qui me dit, tu aurais dû, voilà, c'est comme ça, il y a ce qu'il y a. Oui. Ça aboutit à une forme, par exemple un mot un peu fort, une certaine forme d'indifférence par rapport à certaines choses. Pas d'indifférence, mais d'acceptation et le fait que
on n'est plus obligé nécessairement de mettre de l'action dans quelque chose que Oui. l'on observe. Oui, réactif, ça veut dire agir, oui. Voilà. Mais est-ce que vous avez le sentiment il y a plus de femmes ou d'hommes dans vos réunions, au niveau des demandes? Est-ce que globalement, ça toucherait plus tel sexe que tel autre? Là, ma position, c'est que ça touche tous les sexes. Que ça touche Mais en à la pratique, fois en les pratique, femmes et les hommes. Mais en pratique, je pense que moi, j'ai fait d'autres groupements avant et j'ai toujours observé qu'il y avait plus de femmes qui avaient voilà, c'est ça quand même. tendance à faire ce travail sur eux-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent plus travailler ou que les hommes doivent moins travailler, mais je veux dire, voilà, il y Oui. a peut-être une grande conscience, voilà, une volonté ou une aspiration à aller vers ce travail. Il faut s'aider soi-même un C'est pas- petit peu, c'est un peu la formule. C'est pas spécifique à notre mouvement, mais je vois ça dans d'autres Oui, bien mouvements. sûr, Il y a oui, plus même de- ici, oui, bien de sûr. d'hommes, mais voilà, je pense que ça s'adresse en tout cas aussi aux hommes. Et au niveau alimentaire, est-ce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on mange, à ce qu'on absorbe? Est-ce qu'il faut être à l'écoute de son corps? Je ne sais pas. Ou c'est pas important chez Non, vous. c'est pas une question voilà, c'est pas notre préoccupation de dire qu'il faut manger comme ceci Non. ou comme cela, mais non, on va vers les plaisirs de la vie aussi parce que ça en fait partie. C'est pas qu'on doit pour pouvoir suivre ce chemin. C'est pas une que l'on ascèse. doit- non, ce n'est pas du tout. Un chemin qui, au contraire, Faut pas abuser en quelque sorte. Faut pas d'excès. Oui, C'est un peu ça. mais et à la fois, si vous vivez dans l'excès, c'est se poser la question pourquoi dans cette situation-là il y a eu cet excès ou pourquoi. Oui. C'est toujours la question du pourquoi qu'on se pose. Oui. Pourquoi parce que l'excès peut avoir beaucoup d'origines, mais c'est pas. Il n'y a pas, je vais dire, de règle fixe parce que tout ce qu'on vit va nous apprendre va nous apporter une meilleure connaissance de nous-mêmes. Autrement dit, il y a des choses qu'il faut accepter dans sa vie, qui nous arrivent, et sans dramatiser, sans culpabiliser. C'est une façon un peu de se calmer quelque part. Sans culpabiliser, sans se juger, je veux dire, mais l'observation, on a toujours ce juge qui dit tu dois être parfait parce que si tu es, voilà, notre slogan c'est choisir d'être vrai, choisir C'est d'être ça. soi et libre d'être soi. Ah oui, Donc, d'accord. c'est un chemin pour essayer d'être plus dans sa vérité et moins dans. Bon. Oui, c'est un chemin spirituel pour choisir d'être vrai, choisir d'être libre d'être soi. Authentique, oui. C'est l'authenticité, retrouver une certaine authenticité et sans se juger, parce que souvent on se dit merde, j'aurais pas dû dire ça, ou flûte, j'aurais pas dû faire comme ça, mais voilà, on est comme. Oui, il y a le surmoi qui intervient, oui, c'est ça. Oui. Ah, voilà. Ouais. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Voilà.